Cinématographe, c'est étymologiquement l'art du mouvement, ou l'écriture du mouvement. C'est donc tout naturellement qu'au cinéma, le dialogue passe d'abord par celui des gestes, c'est-à-dire celui des points. Dès 1891, Edison réalise le premier combat de l'histoire du cinéma. Est-ce que vous êtes prêts? Et quelques temps après, le burlesque s'empare de la baston. Buster Keaton dans Le Dernier Round, puis Charlie Chaplin dans Les Lumières de la Ville. Ou bien dans un autre registre, en 1826, Fritz Lang avec Les Espions, dans une contre-plongée zénithale. Mais la boxe n'est pas le seul type de combat qu'on retrouve. Dans les années 50, les films de sabre japonais, les films de Shambara, connaissent un certain succès, avec Akira Kurosawa. Puis dans les années 60, c'est en Chine et à Hong Kong que les films d'arts martiaux ont eu un essor, avec la Shaw Brothers qui produit énormément de wuxia, des films de sabre. Avec un réalisateur phare, King Hu, qui a inspiré Les 8 salopards de Tarantino par exemple. Nous, en France, on a eu les films de Cap et d'épée, avec la première adaptation des Trois Mousquetaires dès 1921. Les Américains, eux, préféraient les flingues, même si on peut voir quelquefois des combats au poing, comme dans Un homme est passé, en 1955. Une chose est sûre, c'est que la baston fascine. Il suffit de voir l'explosion de la MMA en France pour voir qu'il y a un intérêt pour ça. On est donc en droit de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on aime les combats? Alors déjà, est-ce que tout le monde aime les combats? Bah non, pas forcément, il y a peut-être une part de construction sociale. On peut se demander aussi si c'est pas quelque chose d'un peu genré, même si là aussi c'est peut-être une construction sociale. Mais vu l'amour qu'on porte aux scènes de combat, je pense qu'on peut pas renier l'attirance de l'homo sapiens pour la violence. Et les raisons peuvent être variées. D'abord parce que c'est esthétique. On peut aimer un combat pour le spectacle visuel, pour la mise en scène pure. C'est une bonne manière de pouvoir libérer son potentiel artistique, voire expérimental, et c'est beaucoup moins contraignant que de filmer un dialogue. On peut penser à la manière onirique de filmer de Scorsese dans Raging Bull, à Kubrick qui s'amuse de couper à chaque coup dans Le baiser du tueur, au film Matrix et tous les films de kung-fu qui ont inspiré la trilogie. Le rythme d'un combat peut se rapprocher d'une danse. L'esthétique peut se retrouver dans la performance de l'acteur. Il y a une démonstration de la performance en quelque sorte, ce qui donne en général un cadre large en plein pied pour montrer que l'acteur c'est pas du trucage quoi, donc généralement il va pas y avoir de montage dans ce genre de scène. Henry de la chaîne The Closer Look concluait dans sa vidéo Comment faire une scène de combat qu'une bonne scène d'action devait avant tout servir l'intrigue. Et je pense qu'il se trompe parce que je trouve ça dommage d'essentialiser le cinéma à la narration. Le combat est quelque chose de fondamentalement cinématographique. C'est aussi à l'intrigue d'offrir des moments de cinéma, et ce n'est pas au cinéma d'être utile pour un récit. Le cinéma n'a pas à raconter quelque chose. Ça veut pas dire qu'il peut pas le faire, mais pourquoi le réduire à ça? Un des meilleurs exemples, c'est le film qui a donné le ton en 2011, pour ce qui est des scènes de baston. Et ce film, c'est The Raid. Pourtant, le scénario tient sur un bout de papier. Des flics font une descente dans un immeuble de 30 étages pour arrêter une mafia. Concrètement, ce film a un scénario de jeu vidéo. C'est ce qui va faire qu'ensuite, on va voir des films comme John Wick débarquer. The Raid est avant tout cathartique, la libération ou purification des passions, selon Aristote. Et c'est aussi une raison valable d'aimer un film, parce que c'est jouissif. C'est jouissif de voir un personnage se venger progressivement de ce qu'on lui a fait, ou bien de combattre un système corrompu. Il a pas fallu attendre que des gens se mettent en collant pour sauver la veuve et l'orphelin. Dans Kill Bill, par exemple, c'est assez agréable de l'avoir dégommé un à un ses opposants. Le film appartient au genre très précis du Rape and Revenge, et la catharsis, c'est un peu la base du genre. C'est un genre à ranger dans la catégorie des genres si précis que c'est presque des synopsis, comme la nunsploitation, des films d'exploitation dans lesquels il y a des nonnes, ou le Mexican Sex Comedy, des comédies de sexe mexicain. Les Rape and Revenge sont donc des films comme son nom l'indique, où un personnage se fait violer, puis se venge. Et il tire sa source de, justement, la source d'Ingmar Bergman, qui est peut-être le premier Rape and Revenge de l'histoire du cinéma. Je m'écarte du sujet, mais vous avez compris le principe. Le Rape and Revenge, bien qu'il me mette en scène des viols et du coup avoir une portée très patriarcale, il peut aussi avoir une portée très féministe. Parce que des fois c'est ça, les combats sont symboliques. Symboliques de quelque chose de plus grand. Et c'est ça qu'on aime. Parce que c'est une allégorie. Le combat entre deux individus va en réalité raconter une histoire plus large. La lutte du bien contre le mal. Classique. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus concret, comme l'amateur face au professionnel dans Rocky, ou bien représenter la culture en elle-même, comme dans les films Ip Man. Dans la tétralogie Ip Man, il va affronter un japonais, puis un anglais, et enfin un américain. C'est aussi ce qu'on retrouve dans Le Maître d'Armes. C'est un film qui finalement parle d'invasion culturelle, et d'invasion tout court avec le Japon qui a envahi la Chine. Évidemment, il ne faut pas non plus exclure l'aspect narratif du combat. On a aussi un petit cœur qui bat, et on aime un combat parce qu'il est émotionnel. C'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ont aimé le combat final de Star Wars 3, alors qu'il est hyper mal réalisé. Non mais regardez, ils se touchent même pas là. Mais c'est un déchirement amical qui nous fend le cœur, et si on est attaché au personnage, la scène sera d'autant plus forte. Et la simplicité de compréhension des enjeux en fait quelque chose de simple à suivre. Deux personnages qui ont chacun un but, celui qui gagne atteindra plus facilement ce but. La tension sera d'autant plus grande si on a envie qu'aucun des personnages perde. Il y a donc tout un tas de raisons d'aimer les combats, et autant de manières de les faire. En plan séquence, en caméra épaule, en animation, bref, comment filmer les scènes de combat.
Quand vous avez pas trop de budget, en général, vous allez utiliser une longue focale, ce qui permet de filmer de plus loin et donc de réduire l'écart entre les points dans l'espace à l'écran. Ça permet de pouvoir faire semblant que les acteurs se touchent alors qu'en réalité ils se touchent pas. Après, c'est une technique qui limite quand même la manière de filmer, et rien ne vaut un vrai coup. Sauf que un vrai coup, c'est quelque chose qui est à définir, et la question du réalisme se pose. Est-ce qu'il faut qu'un combat soit réaliste? On peut avoir quelque chose de très brut, sans musique. Juste des respirations comme dans Jason Bourne. C'est un moment où l'on retient son souffle. Le réalisme est fort, mais on peut aussi assumer l'aspect spectaculaire et utiliser des cordages comme dans Tigre et Dragon par exemple. Ici, les combats sont beaucoup chorégraphiés, à l'instar de Matrix. Le ressenti est alors complètement différent. Si vous faites une caméra sur épaule, l'action aura l'air beaucoup plus violente que si vous êtes sur un plan fixe ou sur rail, ou sur une steadicam qui stabilise la caméra et peut donner une sensation de mouvement. Et d'ailleurs, elle a été popularisée par Rocky, et dans Creed, elle arrive à son apogée. Ça tourne autour d'eux. On peut aussi jouer par exemple avec l'impact des coups. Par exemple, découper l'action pour augmenter la puissance ou utiliser un plan plus serré. Mais un montage trop coupé sera peut-être moins lisible, ce qui n'est pas forcément un mal puisqu'il peut être complètement assumé aussi. Par exemple dans Les Cendres du Temps de Wong Kar-wai, où les combats oniriques nous transportent presque de manière psychédélique. Il a diminué aussi la vitesse de l'obturateur, ce qui donne l'aspect flou et saccadé. Là par exemple, la lumière va être captée plus longtemps, donc ça veut dire que le temps que la lumière soit captée, ma main a le temps de se déplacer comme ça. Parfois, les réalisateurs vont choisir de l'augmenter pour une sensation de netteté accrue. L'illisibilité d'une action peut aussi servir à montrer la violence et la rapidité d'un combat. Pour accentuer un coup, il est parfois montré 2 ou 3 fois. On coupe à l'impact, puis on revient sur le coup pour le montrer une deuxième fois. Tsui Hark utilise ça dans Il était une fois en Chine. Et beaucoup des films de Jackie Chan reprennent aussi la même chose. Jackie Chan est un expert de l'action-comédie et joue dans ses chorégraphies avec le décor et les éléments qui l'entourent. Il se bat avec ce qu'il trouve. Le décor peut donner une personnalité à une scène. Une des grandes difficultés des scènes de combat, c'est comment les renouveler. Comment faire en sorte que deux personnages qui se battent, ça soit pas toujours la même chose. Au-delà de la mise en scène, le décor peut servir à ça. Et surtout son interaction, parce que t'as beau de changer de décor derrière un fond vert, s'il n'y a pas d'interaction avec, eh ben ça sera toujours le même combat que tu vas filmer. Le travail du son est aussi super important. Le son est accentué par rapport à la vraie vie. On peut sentir le mouvement du vent pour montrer la dextérité, ou des os qui craquent pour montrer la violence. La musique, elle aussi, va parfois accentuer l'action. Le combat avec juste le bruit des sabres ou du poing va donner une plus grande impression de violence. Les termes du combat et la manière de filmer peuvent aussi évoluer. Dans Matrix par exemple, les bullet time, les ralentis, la chorégraphie disparaissent quand on n'est plus dans la matrice. C'est-à-dire que le choix de montrer le spectacle, c'est uniquement parce qu'on est dans la matrice, et donc on montre l'irréalité finalement dans le monde dans lequel ils sont. Dans Le Maître d'Armes, une scène arrive très bien à faire évoluer sa mise en scène tout au long du combat. Le film, coproduction sino-américaine, est mis en scène Jet Li. Il a été réalisé par Ronnie Yu. Les chorégraphies sont signées par Wen Woping. Et là, si vous devez ne retenir qu'un seul nom, retenez celui-là. C'est un des personnages les plus influents des films d'action gros budget de ces dernières années. Il est le chorégraphe de films dont vous avez peut-être entendu parler. Il était une fois en Chine 1 et 2, Tigre et Dragon, Kill Bill, Matrix, Crazy Kung Fu par Stephen Chow, le réalisateur de Shaolin Soccer, Danny the Dog, bon ça je suis pas certain que ce soit une qualité, ou encore The Grand Master de Wong Kar-wai. Son travail de réalisation est aussi un peu connu avec des films comme Drunken Master avec Jackie Chan, Iron Monkey ou alors Tai Chi Master. Et là je suis désolé parce que je pense que je vais écorcher des noms. Le Maître d'Armes, c'est l'histoire de Wu Wanjia qui va évoluer moralement et comprendre le véritable sens du Wushu, des arts martiaux. La scène prend place au début du film. Il veut prouver qu'il est le meilleur et décide d'affronter tous les grands maîtres. On est dans une scène pivot puisque c'est le moment où le héros va progressivement se rendre compte de la violence qu'il engendre. La scène est en description si vous souhaitez la regarder. Si vous n'avez pas vu le film, vous en faites pas parce que la scène spoil pas trop et puis dans tous les cas, c'est pas très grave. Ça se passe au début du film et c'est quasiment déjà dans le synopsis. Donc Jet Li, il va aller défier un autre maître qui est le dernier maître qu'il n'a pas défié et on est au début de l'affrontement. D'abord, l'éclairage est chaud, les personnages font la pause. On est encore dans l'aspect spectacle. Il y a aussi des jump cuts qui dynamisent l'action. Au fur et à mesure que le combat avance, on insiste sur les coups de plus en plus. Ils sont presque en miroir d'égal à égal. Et évidemment, on a envie de voir gagner le personnage de Jet Li. Après un coup chacun, l'action fait une pause, pour mieux préparer au changement de ton. Comme si les personnages réalisaient qu'ils pouvaient vraiment se blesser. Donc on va insister vraiment lourdement sur la blessure. On retrouve le même type de travelling qu'au début de la présentation, sauf qu'on insiste sur les visages et sur le sang. L'expression faciale des acteurs a complètement changé. La lumière chaude laisse place à de la lumière froide et bleutée, jusqu'à finir dans un ton verdâtre, sombre et désaturé. L'ambiance joue ici un rôle très important. On a parlé du décor tout à l'heure, et là c'est exactement ça. On descend les étages comme on descend dans la violence. La musique épique se transforme en design sonore, et progressivement disparaît. Dans la scène finale, plus d'épée.
On insiste sur les coups et sur leurs répercussions sur le corps. L'eau alourdit les personnages. Le crescendo du combat arrive progressivement à nous faire vouloir que le combat cesse. On regrette presque d'avoir apprécié le spectacle, jusqu'au coup final. Clairement, cette scène raconte quelque chose. Un guerrier vaniteux qui va apprendre que ce qu'il fait, c'est pas tip top quoi. Qu'il soit au point, au sabre ou avec des bâtons de sorcier, un combat permet d'avoir un moment de narration purement cinématographique. De l'humour, du spectacle, de l'angoisse, les scènes de combat peuvent proposer un panel d'émotions extrêmement variées. Donc maintenant, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un se faire tabasser dans la rue, vous saurez comment filmer pour le mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que j'aurais... c'est pas ça? Salut les abonnés, likez la Chimératech, et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ciao. J'espère que vous avez bien aimé. Alors si vous voulez plus de ce type de contenu, vous pouvez regarder comment filmer la magie. Et pour rajouter un peu de douceur dans ce monde de brut, le prochain épisode, ce sera sur comment filmer les baisers au cinéma.